Silent Friend de Ildiko Enyedi, qui est une réalisatrice hongroise, qui avait notamment eu... Est-ce que c'était Un ours d'or ? Oui, c'est ça, pour Corps et âme, il y a un peu moins de 10 ans, et qu'il a fait un film avec une distribution internationale, puisqu'on y trouve à la fois Tony Leung et Léa Seydoux, voilà, dans un magnifique chant contre chant par téléphone interposé, et qui est, on pourrait dire, un film qui entrecroise 3 temporalités, qui se déroulent dans un même campus en Allemagne, avec notamment beaucoup d'étudiants en botanique, et on va suivre comme ça 3 histoires, une au début du XXe siècle avec la première étudiante à être admise dans cette faculté, une dans les années 70, un peu sur le mode de la romance entre deux étudiants, et une du coup dans le présent, celle avec Tony Leung et Léa Seydoux, où on va dire que Tony Leung est une sorte de chercheur en neurosciences et va essayer de faire en gros des analyses comparatives du cerveau humain et de l'activité des plantes. Et on pourrait dire que ce personnage et sa quête résument assez bien, je pense, une des directions en tout cas du film, qui serait de s'intéresser aussi au vivant, voire d'adopter son point de vue, puisque le Silent Friend du titre, c'est un arbre, je crois bicentenaire, qui est dans un ginkgo, qui est dans le parc, enfin dans le jardin de l'université, et qui a observé comme ça toutes ces vies défiler devant lui. Et donc voilà, on sent que la cinéaste va elle-même essayer un peu de décentrer le regard, en tout cas s'approcher un petit peu du vivant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Thomas? Tu me vois maintenant. Je commence par toi. Grand seigneur. Hein. Attention, je distribuerai la question ensuite à Salim. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tu l'as vu tout récemment. Je suis sorti de la séance à 18h30. J'y allais un peu en traînant des pieds, pour être honnête. Si tu n'avais pas proposé l'émission, je pense pas que j'y serais allé. C'est mon premier signe de cette cinéaste Ildiko Enyedi, voilà. C'est pas mal prononcé. Donc je connaissais que de réputation, notamment parce que mon 20e siècle avait plutôt bonne réputation. Et ma foi, je trouvais ça regardable, ce qui est déjà... un peu curieux. Comme j'ai dit par message, c'est un film dont le meilleur acteur est un géranium. Et c'est pas faire offense à Tony Leung ou Léa Seydoux ou les autres acteurs, c'est de dire qu'il y a vraiment quelque chose dans la manière de filmer la nature qui part en droit dans le film, c'est pas du tout le dispositif complet du film par ailleurs, charge, on pourrait dire, d'une certaine intensité individuelle les éléments naturels, même si ça reste toujours un peu sur le postulat spéculatif, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est-à-dire que on sent qu'on projette sur la nature quelque chose d'anthropomorphique, et le faisant, on en prend conscience, puisque le film nous appelle à le faire, et donc du coup, je dirais que le film a pour première qualité d'être une machine à penser. C'est-à-dire que ce soit pour ou contre le film d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses moi qui me plaisent pas du tout dedans, mais à minima, c'est un film sur lequel on est sollicité intellectuellement, et il y aura quelque chose d'assez accueillant dans sa forme, au prix, au risque d'une forme d'académisme aussi dans l'économie des séquences. Oui, c'est ça, et puis moi je suis aussi assez d'accord là-dessus, parce que disons que je trouve que moi j'aime plutôt bien le film, mais je l'aime surtout de plus en plus au fur et à mesure, et je trouve qu'il part effectivement sur des bases assez, oui, on pourrait dire académiques. Il y a notamment une séquence au début qui est un peu, qui est très didactique, où Tony Leung donne un cours sur comment est-ce que les humains perçoivent le monde versus les nouveau-nés, en disant que on a l'habitude de se focaliser comme ça, de focaliser notre attention, alors que les nouveau-nés, eux, ont une conscience lanterne, comme il dit, qui voit un peu tout comme ça, sans distinction entre le visible et l'invisible, et on sent qu'il y a un peu du programme du film là-dedans, et pour autant, je dirais, à contrario, déjà cette scène elle-même est... on pourrait dire assez univoque, et les 3 temporalités au début sont assez strictement segmentées, chacune étant dans on peut dire respectant une sorte de charte esthétique un petit peu dédiée, le noir et blanc pour la plus ancienne au début du 20e, une sorte de 16 mm très, très solaire comme ça pour les années 70, et au contraire une image plus clinique dans le temps présent. Donc effectivement il y a aussi une part comme ça, on pourrait dire, d'académisme dans le film. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors c'est vrai que le nom d'Enyedi ne m'était pas inconnu avant d'aller voir le film, parce que j'avais fait la critique de son précédent film, L'histoire de ma femme. Du coup j'en ai profité pour la relire. À l'époque j'ai pas revu le film, mais en tout cas j'ai relu la critique, et c'est vrai qu'il y avait une question que je soulevais et qui, je pense, est intrinsèquement liée aussi à son nouveau film, c'est à savoir la question de la temporalité, la question du temps.
de comment les individus, l'être humain peut se lier à travers le temps alors que tu as une ellipse de des années. Enfin, là, c'est des fragments à des époques complètement différentes avec des modalités de mise en scène très différentes. Et dans l'histoire de ma femme, c'était une relation d'amour qui, en gros, allait de son début jusqu'à la fin, mais qui était ellipsée par qui était ellipsée régulièrement dans le film. Et du coup, oui, il y a vraiment ce truc-là de tentative aussi de créer le lien entre ces trois fragments à travers cet arbre, le Shinko. Le Shinko, exactement. Ce qui me semble être le point faible du film. En tout cas, la chose la moins réussie dans la mesure où il y a très très peu d'occurrences, il y a très très peu d'évocations. À part une seule fois, t'as Tony Leung qui retrouve la photo de la scientifique de 1908. Mais sinon, entre les trois, il n'y a pas forcément de connexion à proprement parler, formellement en tout cas. Et ce qui fait qu'aussi que tu as forcément des segments qui sont plus forts que d'autres. Et c'est vrai que selon moi, le segment le plus fort reste les années 70 parce que c'est là où la question de la communication entre l'être humain et la nature se pose à travers la grille qu'ouvre un géranium au personnage principal de ce segment-là, qui selon moi est quand même la meilleure scène du film, et en tout cas celle qui formellement est la plus intéressante parce que ça pose la question de l'acteur face à une plante et qu'est-ce que tu peux faire comme communication, comme dialogue en fait avec justement un personnage qui semble-t-il est animé, même si c'est la question de la communication des plantes. Donc on précise que pour le chat que en fait la plante est connectée à une espèce de sismographe. Exactement, tout à fait. Qui permet de repérer les variations de l'intensité électrique qui signaleraient l'existence d'un système nerveux, enfin voilà. Et du coup après il y a ce passage bizarre où un personnage qui s'appelle Hannes, je crois. Hannes, je sais plus. Qui est un peu un espèce de poète. Élégiaque, qui est fan de queue et tout ça, mais qui se trouve être ingénieur aussi. Ça c'est un peu ça m'amuse un peu. T'as une facette du personnage qui arrive au milieu et on découvre qu'il est ingénieur, fabrique une espèce de dispositif technique pour faire en sorte que quand la plante prend conscience qu'il y a quelqu'un qui arrive devant la maison, l'intensité électrique de cette prise de conscience fasse que la porte s'ouvre. Voilà. Et ça c'est assez amusant parce que c'est quand même génial. En fait, on peut voir. Je pense que là c'est un peu, à mon avis, ce qu'elle voudrait filmer, c'est-à-dire un film dans lequel la porosité entre une observation scientifique et quelque chose de plus réalisme poétique affleure, et elle le fait pas complètement quand même. On le sent un petit peu aussi dans le segment avec Tony Leung. Surtout à la fin, il y a une espèce de dénouement qui est très dans ce côté-là. Qui est quasi psychédélique, avec une prise de peyote, ou qui permettrait de communier avec. Oui, en fait, d'avoir les mêmes expériences de conscience que ce que serait la conscience d'un arbre. Et c'est vrai qu'à cet égard, parmi les trois segments, celui qui paraît le plus faible, en tout cas qui est le plus nettement relié, on va dire, à un cinéma académique de festival, c'est celui qui se déroule en 1908, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qui donne son affiche française au film, autour du personnage de Grete. Alors j'ignore si c'est une vraie scientifique ou pas, mais en tout cas c'est une jeune femme qui serait la première femme à entrer dans l'Académie des sciences de je ne sais quelle ville. Je me souviens plus, je sais plus le nom de la ville, un truc comme ça. J'ai un vague doute si c'est pas un collège. Mais voilà, donc je sais pas si c'est un biopic ou si c'est une invention, inventé, mais c'est un côté un petit peu parcours traditionnel, enfin parcours un peu attendu de figure féminine émancipée qui va se confronter au patriarcat, qui va se confronter au poids des convenances et qui va innover puisqu'elle elle contribue notamment à développer la photographie botanique. C'est ça. Dans des scènes qui sont assez belles d'ailleurs parce que on sent qu'il y a il y a un côté un peu réflexif qui sous-tend ces passages-là où je pense que Liko Kennedy, elle se projette aussi, enfin elle projette aussi ce que ça serait que sa manière de filmer. Son décentrement du regard, c'est pas adopter le point de vue d'un arbre parce que c'est un peu absurde et c'est pas vraiment ce que fait le film, mais ça serait déjà placer les choses qui sont insignifiantes ou qui paraissent insignifiantes au premier plan. Et ça se retrouve très, très souvent plastiquement dans la manière de décentrer le point sur des plantes, mais pas que, des animaux aussi, des cours d'eau, le vent qui passe, etc. Pendant des séquences. Ou faire en sorte que les plans soient d'abord et avant tout animés par ça. Bon, après ça relève aussi de stratégies qu'on connaît dans le cinéma moderne de festival, de l'évidement de la narration, quoi. Mais je dirais aussi que
certains moments, et surtout au début, encore une fois, où ça fait un peu caution de ce que le film a envie de faire. Typiquement, si on prend les premières scènes avec Grete, donc en 1908, elle passe un entretien pour entrer dans l'université. On lui parle on lui pose des questions sur la botanique de Carl von Linné, Ouais, c'est ça. comme une sorte de test, mais en fait on comprend que on lui pose des questions parce que ce botaniste utilise des métaphores avec la sexualité humaine, et en fait la scène ne parle pas vraiment de plantes, mais essaie de la mettre elle mal à l'aise. Et ensuite elle sort un peu tourneboulet de cet entretien, et caméra un peu tremblante, encore une fois un dispositif assez académique, et il y a un plan un peu sur avec une plante au premier plan comme ça qui est intercalée un petit peu dans cette scène. Et donc là au début je me suis dit, disons que ça faisait signe vert, mais sans vraiment être un enjeu très, très incarné. Mais ce que je trouve intéressant à l'échelle du film, c'est de se dire disons que la mise en scène suit aussi un processus un peu expérimental. En tout cas, elle développe quelque chose qui s'affine avec le temps. Au début, il y aurait cette espèce de tentative de mise à égalité, mais qui en vérité n'opère pas vraiment. C'est-à-dire, c'est quand même les êtres humains qui dictent les scènes, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment, un plan sur Tony Leung se brosse les dents, et le plan est sur la plante qui est sur sa table. Mais en fait, ce qui est le plan, ce qui le motive, ça reste lui qui se brosse les dents, quoi. Finalement, on le regarde lui flou et pas tant la plante. Mais j'aime bien cette idée de dire, au fil du film, elle essaie un peu d'équilibrer. Et il y a notamment on parlait du géranium, mais une espèce de substitution qui est assez belle, où le segment dans les années 70 commence comme une romance. Et en fait, à un moment, le personnage féminin part en voyage, et du coup laisse le soin de sa plante à son potentiel amoureux, et en fait cette romance restera en suspens, et c'est presque le géranium prend la place du personnage féminin, et finalement ça devient la relation entre cette plante et ce garçon qui occupe tout le reste de ce segment, quoi. Et donc il y a cette idée que progressivement elle va essayer un petit peu de recentrer, de couper des branches du récit qui n'opèrent pas. Et d'ailleurs dans le présent on l'a pas dit, mais ça commence juste avant le Covid, ce qui fait que l'université va être dépeuplée elle aussi, presque comme un moyen de laisser face à face, même s'il y a un personnage de concierge qui est aussi là, mais en tout cas de créer une relation plus étroite entre Tony Leung et cet arbre. En fait, c'est le lien entre les trois segments, c'est le fait que des personnages, notamment, le premier segment, c'est une femme dans un environnement d'hommes, donc il est livré à elle-même, et donc on va être très vulnérable dans cet environnement. Et t'as le segment des années 70, il est beaucoup plus... on va dire pernicieux, parce que c'est à la fois quelqu'un qui essaie de créer du lien justement avec une femme je crois que de la même fac, bref, et qui n'y parvient pas, et qui se retrouve tout seul en fait, qui est mobilisé pour s'occuper du géranium, mais qui est déjà mis à part dans le récit. Mais t'as également Tony Leung qui se retrouve tout seul dans la fac, dans les locaux de la fac, avec avec un autre personnage, je sais plus une sorte de concierge. Le concierge, exactement, tout à fait. D'ailleurs, ce qui donne des scènes assez drôles entre les deux, justement parce que le concierge ne parlant pas l'anglais, il doit communiquer avec Tony Leung, qui lui ne parle pas allemand, parce que donc ça se passe en Allemagne, et il se parle par l'intermédiaire d'un écran, par un écran de téléphone, et ça donne des scènes assez, je trouve, assez chouettes dans ce segment-là, qui décolle véritablement qu'à partir de ce moment-là, à mon sens. On pourrait dire, en fait, c'est un peu le motif structurant de cette partie avec Tony Leung, c'est-à-dire qu'il va communiquer grâce à son téléphone avec l'allemand, il va communiquer via Skype, on peut supposer, avec Léa Seydoux et avec une étudiante du coup qui est chinoise mais qui ne parle pas mandarin, c'est ça, je crois, qui parle que cantonais. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Et évidemment, il y a aussi l'idée que le rapport entre la nature et Tony Leung va, du fait de l'enfermement lié au Covid, être médié par les vitres. On vient de voir un plan par exemple de visage de Tony Leung qui se reflète sur une vitre quand il regarde les arbres. Donc il faudrait abolir en fait cette distance qui s'est instaurée, et on pourrait tout à fait faire une lecture allégorique, à savoir que les écrans qui structurent notre vision contemporaine, moderne, postmoderne du vivant et du réel constituent une frontière à abolir. Le récit allant dans cette direction-là, puisque on va vers une communion littérale où Tony Leung va passer une nuit au pied de l'arbre, nu, en ayant pris du peyote, pour ressentir une expérience partagée. Cet enjeu de la communication, de toute façon, me semble assez structurant dans le film, ne serait-ce aussi que parce que
c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Salim. Je crois qu'il y a quand même des principes de rime formelle entre les segments, notamment de répétition de motifs qui permettent d'articuler en fait les périodes, parce que d'un point de vue strictement narratif, la manière dont elles sont intercalées n'a pas forcément de raison d'être. C'est-à-dire qu'on va avoir des itérations de plans qui vont arriver comme ça, et qui du coup deviennent beaucoup plus intéressants qu'une sorte de montage parallèle gigantesque à l'échelle de 2h30. Par exemple, il y en a un qui est tout bête. Alors, je crois que c'est, si je ne m'abuse, 1908. Grete est devenue photographe. Elle est en train de préparer sa machine. On entend le clic d'une machine, de l'appareil photo. Raccord, on a Hanse qui est en train de se taper la tête contre l'embrasure d'une porte, et c'est la seule raison d'être de ce raccord, puisqu'ensuite il va préparer du café. Alors, c'est à la fois très artificiel, et donc c'est un raccord qui opère une liaison artificielle, mais en même temps qui pose la question de la communication entre des strates temporelles. Et puis en même temps, indéniablement, ça crée un effet qui va relever l'attention du spectateur vers les coutures. Et je pense que c'est ça aussi qui travaille le film. Et ce motif de la couture, il va revenir à plusieurs reprises. Il va revenir dès l'ouverture. Tony Leung va recoudre une petite peluche qui a été donnée à un bébé pour une expérience. Elle va revenir aussi quand les câbles d'une de ces expériences scientifiques qui ont été sectionnés vont être recousus pour poursuivre l'expérience. Et puis, évidemment, c'est motif plus métaphorique, mais on pourrait dire que les superpositions des branches d'arbres sur l'image servent un peu de motif aussi d'entrelacement ou de fil de couture qui relierait soit les personnages entre eux, soit les différentes strates de l'image entre elles. Donc c'est un film qui en fait travaille sur comment on pourrait dire, l'interconnexion, qu'encore une fois, quelque chose qui est pas renversant. Enfin, je veux dire, je pense qu'on on tape dans un arbre, il y en a 10 des films qui parlent de ce sujet-là. Ne serait-ce que Couture, qui est sorti il y a 2 mois, sur un autre versant, parle aussi de ça, tu vois. Mais on peut pas enlever au film que c'est tenu, quoi. C'est-à-dire que sur 2h30, c'est même un peu pesant, quoi. C'est lourd, mais c'est tenu. La cinéaste cherche à travailler cette idée-là du début à la fin. Bah, moi, ce qui me semble aussi assez joli et qui fait que je trouve que la fin du segment 1908 est aussi assez belle, c'est que en gros elle est rejetée de son logement parce qu'on suppose qu'elle n'a pas des bonnes mœurs, etc. Et elle se retrouve donc photographe, comme vous avez dit, et elle va non seulement photographier des plantes, mais aussi se photographier elle-même. Et donc photographier ses cheveux et ses poils, ce qui est intéressant puisque ça fait écho à la forme des branches aussi. C'est ça, et donc il y a une espèce de continuité qui se crée entre son corps à elle et le corps des plantes. Et je pense qu'il y a cette idée assez jolie dans le film que le terrain plastique, pictural, va devenir le lieu d'un échange, en tout cas d'une communication entre le monde du végétal et le monde de l'humain. Il y a quelques plans comme ça aussi avec le personnage de Tony Leung où son dos est recouvert d'ombre des branches à l'extérieur, etc., un peu comme un projecteur frais sur lui. Et il y a ces espèces de motifs plus ou moins abstraits que génèrent ces recherches scientifiques, qui sont des espèces de traits, ça, voilà, une espèce de traits de couleur comme ça, mais qui représentent un peu indistinctement la plante et le cerveau humain, quoi. Ça, sur ce versant-là, c'est ce que je disais à Salim avant qu'on enregistre. Moi, ça m'a évoqué, alors dans une version extrêmement... je vais être méchant en disant rabougri, mais le cinéma de... certaines tendances du cinéma de René. C'est-à-dire déjà un cinéma qui va travailler la matière temporelle sur le mode d'une espèce de mémoire, mais qui serait même pas une mémoire humaine, mais une mémoire ici à la fois de la nature, mais aussi une mémoire des lieux, puisque il y a une interconnexion immédiate entre l'université et les plantes qui l'aborde. Et puis une manière d'envisager le matériau scientifique comme une matière première pour de la création esthétique, un truc que pour le coup René a pratiqué tôt dans sa carrière. Si on prend un film comme Le Chant du Styrène, qui a un court-métrage sur l'industrie, avec un texte de Raymond Queneau, c'est vraiment ça. Et puis un film comme Mon nom d'Amérique, typiquement, qui utilise des recherches d'un biologiste, d'un neuroscientifique en fait pour construire le scénario. Donc il y a cette dimension-là qui est là, et ça nourrit aussi un truc qui m'intéresse, qui est que je crois que c'est la chose qui me plaît le plus dans le film. C'est un peu ce que j'imagine être son sujet profond. C'est montrer une certaine évolution du discours scientifique qui va vers un allègement complet de la symbolisation.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on reprend la scène en 1908 où il y a le Carl Linne, là, enfin l'entretien. Voilà, merci. Le texte de Carl Linne, il est proposé parce qu'il est bourré de métaphores sexuelles pour décrire le fonctionnement des plantes. Et en fait, ce qui pose problème ici, ce qui fait écran entre, au fond, la science et les individus, c'est le surajout d'une matière poétique frelatée qui est la figure de style, quoi, la métaphore. Et précisément, dans le segment dans les années 70, on va voir de nouveau l'intervention de ce rapport entre poésie et science, dans un passage où le personnage masculin principal propose d'aider la jeune fille qui fait des expériences sur les géraniums en lui donnant un texte de Goethe, et elle l'envoie chier en lui disant moi je fais des recherches scientifiques qui vont révolutionner le monde, j'ai pas besoin d'un mec du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la toute dernière partie, la discursivité scientifique presque n'a plus besoin du langage, n'a plus besoin de la formalisation en mots, elle est strictement corrélée à des dispositifs techniques, à des calculs. Il me semble qu'il doit y avoir un dialogue autour de ça sur la question du fonctionnement du cerveau humain. Alors j'ai plus exactement, je crois que c'est un cours de Léa Seydoux, je pense, où elle explique que... À un moment, on la voit faire une sorte de TEDx, voilà, on projette sur la plante qu'elle a des émotions, parce qu'en fait elle a juste une temporalité qui correspond à la nôtre, mais c'est que de la projection. Et donc tout ce qui serait de l'ordre d'une forme de romantisme visant à mêler poésie et science, qui a été quand même un des grands horizons du romantisme et du romantisme allemand, de Goethe, de Novalis, et Rilke est aussi cité dans le film. On montre en fait sa progressive abolition, et je pense que c'est à partir de ce point-là, c'est-à-dire partant du principe que la symbolisation poétique n'est plus possible avec un matériau scientifique, comment on fait pour produire un film qui prend en charge quand même esthétiquement cette question-là. Et il me semble que ce qu'elle essaye de faire, et qui rejoint un peu ce que faisait René, c'est de faire un cinéma où l'observation de la matière ou de l'espace est jamais allégorique, quoi. C'est-à-dire qu'une plante est une plante, un bourgeon est un bourgeon, est une pierre une pierre, et s'en dégage un pouvoir de fascination mystérieux, qui est pas extrêmement puissant, mais qu'on sent un peu dans le film, mais que par exemple quand tu vois même Hiroshima mon amour, ou des films plus tardifs de René, atteint un niveau d'intensité très puissant, parce que effectivement les choses sont rendues à leur étrangeté première, et ce qui paradoxalement nous ramène justement à cet état du regard de l'enfant pour qui le monde est très 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 mystérieux, parce que justement l'étiquette de la symbolisation n'est pas arrivée pour le comprendre. Et donc il me semble que par moment le film va dans ces directions-là, mais il est un peu surchargé là, de trames narratives, d'embranchements narratifs qui l'éloignent de cet horizon-là. Même si c'est pas non plus totalement, c'est pas totalement un échec, dans la mesure où t'as vraiment parfois ce sentiment de une sorte de charme, quelque chose de charnel dans la plante, dans le fait il y a une expérience de sexualisation des plantes à un moment à travers le sperme, mais que même quand tu vois monter l'arbre, c'est vraiment c'est le premier plan du film, je crois que c'est vraiment l'arbre qui monte, il y a effectivement au moins la prise en compte de la matière comme étant quelque chose qui se rencontre et évolue de manière un peu autonome, quoi. Il y a un truc, je trouve, qui est plutôt chouette dedans et qui rejoint un peu ce que tu dis, vraiment sur la non-allégorie, justement, quelque chose de très pragmatique, de très trivial, en fait. Ouais, tout à fait. Mais ça me faisait penser, enfin, plutôt je comparais un peu le film en le voyant au Mal n'existe pas, qui est un peu cet enjeu de dire bien sûr. comment est-ce qu'on se met un peu au niveau de la nature, et une des premières opérations du film de Hamaguchi, mais qui lui est beaucoup plus radical, et mais pour qui le va coup, dans le même sens aussi, de symbolisation. Ouais. Mais commence précisément par presque nous montrer un peu 3 fois de suite les branches des arbres, presque parce que quasiment les mêmes plans. C'est ça, ouais. Donc, plastiquement ça se ressemble beaucoup, et il y a cette même idée de dire je vous le montre plusieurs fois pour vous déshabituer, ou en tout cas vous le rendre à cette figure commune une forme d'étrangeté, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc les films communiquent pas mal, même si on pourrait dire que pour le coup Hamaguchi, et c'est aussi ce qui fait la radicalité du film, est presque basculé du côté de la nature, quoi. Ce qui fait qu'il y a parfois des trous dans le récit, des choses qui nous échappent un petit peu, comme si... Il y a la composante documentaire, en fait, qui est beaucoup plus nette. Il y a une composante documentaire, qui va vers une abolition du romanesque. Et qui paradoxalement crée aussi une forme de fièvre du récit. Mais là où, pour moi, c'est le discours principal. C'est moins tressé, joliment, quoi. Là, il y a une dimension fortement romanesque, fortement scénaristique, en fait. Hein. Et il y a d'ailleurs un mouvement un petit peu... Je trouve que les dialogues marchent contre le film aussi, à certains égards. On aimerait que les scènes ne soient pas dialoguées.
pour pouvoir faire une expérience de décentrement du regard complet. Voilà, c'est pour ça que je pense malgré tout que c'est un film quand même un peu académique, très berlinois en ce sens-là, quoi, très Berlin, parce qu'à la fois qui va vers de l'expérimentation mais qui assume pas complètement, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas le Locarno. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais justement, quelqu'un dans le chat nous demandait ce qu'on pensait de la photo du film, et c'est un peu la réponse que je donnerais, c'est-à-dire c'est à la fois très léché et puis on pourrait dire, je sais pas, c'est un peu artificiel quand même. C'est un peu gadget, effectivement. Voilà, plastiquement c'est assez raffiné, mais ça va presque dans le sens d'une forme de coquetterie, avec ce qu'on disait un peu des automatismes relatifs à chaque période historique. Moi je pouvais pas m'empêcher de me dire, ça amusera Salim, que ça avait un côté un film un peu EELV. Parce que c'est-à-dire abstrait et non efficient, quoi, tu vois. Non, mais ça va dans la bonne direction, mais ça vise pas bien, quoi, tu vois. Mais après il y a ce truc là que le film tente de faire et qui je trouve est un peu maladroit, c'est le côté parallélisme entre la forme cinématographique, donc de l'évolution qu'on passe du 35 mm au numérique à l'évolution technologique du traitement en fait du traitement des plantes. Et c'est là où je dis que ça fait gadget, c'est que t'as vraiment le côté pas forcément Enedi ne prend pas forcément en compte les modalités de son dispositif formel par fragment, et que tu retrouves un petit peu dans justement ce côté un peu gadget et côté juste photographie juste en mode on est à l'époque des années 70, c'est du 16 mm, c'est super, tu vois. Ça c'est vraiment catastrophique, la photo de la partie des années 70. Ah, même bien sûr. C'est grotesque. Mais il y a aussi que, mis à part filmé en gris, t'as l'impression que le numérique ne produit rien. Bien c'est sûr. aussi pauvre, je dirais, dans l'usage du numérique que certains films de Jazz Anke récents qui jouaient aussi sur ce procédé un peu de segmentation temporelle et de modification des dispositifs, où en gros, pour filmer le contemporain ou le futur, on filme en gris bleu, tu vois, parce que voilà, faut que ça soit quand même joli. Faut pas aliéner, tu vois, le public avec une image ingrate. C'est pas Michael Mann, quoi, pour le coup. Ça va pas au bout de l'expérimentation. Oui, c'est pas très moche. Le fragment Tony Leung, par exemple, c'est très. C'est un mélange de Netflix et d'un truc un peu. Ça devient laid. C'est un personnage. Pardon, tout à fait. Bon. Très bien. J'ai vu que dans le chat, apparemment, il y avait des gens qui avaient bien aimé le film. Et donc, c'est cool. Il y a un peu cette communication entre la science, le spécialiste des mousses, et l'humain dans Ir de Bas de Vos. Alors, c'est vrai que Ir... Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu. C'est pas mal du tout. Et c'était pas mal du tout, ouais, c'est vrai. Oui, parce que c'est ça. C'est l'histoire d'un immigré qui travaille... Je sais plus où ça se passe, du coup, mais... c'est pas en Belgique? Probablement, oui. Je crois que c'est un film belge, ouais. C'est ça. Et qui rencontre une étudiante en botanique ou une botaniste qui étudie les mousses dans la forêt. Et il y a de très beaux... plan macro de mousse. Et ça m'a fait penser aussi, et je pense qu'il y a un champ après Bon, est-ce que c'est un cinéma écologiste? Parce que c'est toujours compliqué, hein. Notre camarade, mon ancienne camarade Valentine Guégan à Criticad avait fait toute une série de textes sur cinéma et écologie, elle avait fait des entretiens qui sont intéressants à ce sujet. Mais je pensais à le super film suisse là, d'il y a 2 ans sur les anarchistes. Désordre? Ouais, ça m'a fait penser un peu à Désordre aussi, qui pose cette question. Alors c'est plus sur la question de la géographie, mais la topographie naturelle même le film se terminait sur la question de la topographie naturelle et de la relation avec les individus. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. C'était vraiment bien. Pour le coup, c'est le même genre de cinéma, mais avec un niveau de radicalité très très élevé. Donc voilà, des choses à faire peut-être. Mais on sent que c'est en vérité une des questions un peu du cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question du décentrement au sens large, mais aussi directement comment rendre un peu à la nature une part du point de vue. De faire du plan un milieu, quoi. Tu vois ce que je veux dire, au sens naturel du terme. Ça, c'est vraiment un horizon de création esthétique en fait, parce que ça permet de poser des questions de mise en scène immédiate. Après, c'est vrai que notamment le fragment de 70, ça fait penser à Kelly Reichardt qui s'inscrit un peu là-dedans. Qui s'inscrit là-dedans, et comme tu dis, ouais. pour le coup, ça marche assez bien. Ouais.